Des garnements enferment le garçon dans un congélateur. Il a été formé dans un goulag sibérien et n'a pas senti le froid. Jean-Baptiste Lemoine traversait les couloirs du lycée Voltaire comme un fantôme, sa silhouette frêle, projetant à peine une ombre, alors que les élèves se précipitaient devant lui sans un regard. À 17 ans, il mesurait à peine 1,65 m, avec une peau pâle qui semblait presque translucide sous les néons agressifs et des cernes sombres sous les yeux qui lui donnaient l'air perpétuellement épuisé. Son accent russe prononcé rendait chaque mot étranger et étrange pour ses camarades de classe français, et ses vêtements de seconde main pendaient lâchement sur son corps mince, le distinguant dès son arrivée. Cela faisait 3 semaines que Jean-Baptiste et sa grand-mère avaient déménagé dans cette petite ville de Bretagne, fuyant un passé que personne au lycée Voltaire ne pouvait comprendre. Sa grand-mère travaillait en double vacation à la crêperie locale, économisant suffisamment d'argent pour les maintenir à flot dans leur appartement exigu au-dessus de la quincaillerie. Jean-Baptiste baissait la tête, ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole et essayait de se fondre dans le décor de la vie adolescente qui lui semblait si étrangère. Mais se fondre dans la masse était impossible quand on était le seul gamin de l'école à sursauter au moindre bruit soudain, à manger chaque repas comme si c'était le dernier, et à se tenir avec les mouvements prudents et mesurés de quelqu'un qui avait appris très tôt qu'attirer l'attention pouvait signifier la douleur. La première fois que Maxime Dubois l'a remarqué, Jean-Baptiste était assis seul dans le coin le plus éloigné de la cantine, mangeant méthodiquement son repas gratuit, tout en lisant un livre de poche usé. Maxime était tout ce que Jean-Baptiste n'était pas. Grand, large d'épaules, avec le genre d'assurance facile qui vient du fait de ne jamais avoir à se soucier de savoir d'où viendrait son prochain repas. Il était le pilier de l'équipe de rugby, et son père possédait la plus grande concession automobile de la ville. Quand Maxime décidait que quelqu'un valait son attention, c'était rarement une bonne chose. « Hé, Boris !» lança Maxime, utilisant le nom qu'il avait attribué à Jean-Baptiste dès son premier jour. « Tu vas finir cette pomme ?» Jean-Baptiste leva lentement les yeux, ses yeux bleu pâle rencontrant ceux de Maxime, juste un instant avant de revenir à son livre. Il poussa la pomme à travers la table sans dire un mot, espérant que ce serait la fin. Mais Maxime ne s'intéressait pas à la pomme. Il s'intéressait à la réaction, à la façon dont les épaules de Jean-Baptiste se tendaient, à la façon dont sa mâchoire se serrait presque imperceptiblement. Maxime avait grandi en obtenant tout ce qu'il voulait, et ce qu'il voulait maintenant, c'était du divertissement. « Qu'est-ce qui se passe, Boris? T'as perdu ta langue ?» Maxime rit, et ses amis, Théo Garnier et Lucas Moreau, se joignirent à lui. Théo était presque aussi grand que Maxime, avec la même cruauté, mais moins d'imagination. Lucas était plus petit, le genre de gamin qui suivait les brutes parce que c'était plus sûr que d'être leur cible. Jean-Baptiste referma soigneusement son livre, le glissa dans son sac à dos et se leva pour partir. Mais Maxime n'en avait pas encore fini avec lui. « Où tu vas, camarade ?» On commence à peine à faire connaissance. La façon dont Maxime disait « camarade » le faisait sonner comme un juron. D'autres élèves commençaient à remarquer maintenant, se tournant sur leur siège pour regarder le spectacle. Jean-Baptiste sentit l'oppression familière dans sa poitrine, les vieux instincts se réveillaient. Dans une autre vie, dans un autre endroit, il aurait déjà calculé la distance jusqu'aux sorties, identifié les armes potentielles, évalué le niveau de menace de chaque adversaire. Mais ce n'était pas cet endroit, et il n'était plus cette personne. Du moins, il essayait de ne plus l'être. « Je dois aller en cours », dit Jean-Baptiste doucement, son accent épais de tension. « Dois aller en cours », imita Maxime, en exagérant les voyelles avec un accent russe caricatural. « Dois aller en cours, camarade Boris ». Les rires des tables environnantes étaient comme un coup physique. La main de Jean-Baptiste se serra sur la sangle de son sac à dos et pendant un instant, ses yeux brillèrent d'une lueur froide et dangereuse. Mais il se força à se détourner, à marcher vers la sortie de la cantine, à pas mesurés. C'est alors que Théo tendit son pied. Jean-Baptiste tomba lourdement, son sac à dos s'ouvrant
alors qu'il heurtait le sol. Des livres se sont éparpillés sur le linoléum et son cahier usé s'est ouvert, révélant des pages couvertes d'écritures cyrilliques. Les rires étaient plus forts maintenant, et quelqu'un commença à applaudir. « Oups !» dit Théo, souriant en le regardant. « Désolé, Boris, je ne t'ai pas vu. » Jean-Baptiste ramassa ses livres en silence, le visage brûlant d'humiliation. Alors qu'il attrapait son cahier, Maxime marcha dessus, enfonçant son talon dans les pages. « C'est quoi ça, Boris? Des lettres d'amour à Poutine ?» Le cahier était la seule chose qui restait à Jean-Baptiste d'avant, rempli des recettes de sa grand-mère et des histoires de leur pays d'origine. Le voir sous la chaussure de Maxime lui envoya une bouffée de rage si intense qu'elle brouilla sa vision. Ses doigts se contractèrent, la mémoire musculaire essayant de prendre le dessus. Mais il ne pouvait pas, il ne voulait pas. Sa grand-mère lui avait fait promettre. « S'il vous plaît », murmura Jean-Baptiste, levant les yeux vers Maxime. « S'il vous plaît, rendez-moi mon cahier. » Le « s'il vous plaît » sembla satisfaire quelque chose chez Maxime. Il leva le pied et recula, regardant Jean-Baptiste ramasser soigneusement le cahier endommagé et le serrer contre sa poitrine. « À plus, Boris », dit Maxime, et il y avait une promesse dans sa voix qui glaça le sang de Jean-Baptiste. Le schéma s'est établi ce jour-là. Maxime et ses amis trouvaient Jean-Baptiste entre les cours, dans les couloirs, parfois même dans les toilettes. Il faisait tomber ses livres de ses mains, faisait des commentaires sur son accent, l'appelait Boris ou camarade ou rouge. Il lui demandait s'il son ours de compagnie lui manquait, s'il savait faire de la vodka, s'il était un espion communiste. Jean-Baptiste endurait tout en silence. Il nettoyait tout ce qu'ils avaient sali, ramassait tout ce qu'ils avaient fait tomber et continuait son chemin sans un mot de plainte. Il ne se battait jamais, n'élevait jamais la voix, ne les regardait même jamais dans les yeux pendant plus d'une seconde. Les autres élèves regardèrent cela se produire avec le genre d'intérêt détaché habituellement réservé aux documentaires animaliers. Certains d'entre eux se sentaient mal pour le garçon russe tranquille, mais pas assez mal pour s'impliquer. S'impliquer signifiait devenir une cible, et tout le monde savait qu'il valait mieux être un spectateur qu'une victime. Madame Dubois, sa professeure de français, remarqua les ecchymoses de plus en plus fréquentes sur ses bras, la façon dont il sursautait quand quelqu'un élevait la voix. Elle le prit à part après le cours un jour, sa voix douce d'inquiétude. « Jean-Baptiste, tout va bien à la maison? Avez-vous du mal à vous adapter à l'école ?» Il la regarda avec ses yeux pâles et anciens et hocha lentement la tête. « Tout va bien, Madame Dubois. Merci de demander. » Elle voulait insister, voulait aider, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui la dissuadait. Quelque chose qui suggérait qu'il avait appris il y a longtemps qu'on ne pouvait pas toujours faire confiance aux adultes pour vous protéger. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi à la fin du mois d'octobre. Jean-Baptiste se rendait à son casier après la dernière sonnerie, se réjouissant du week-end, de 2 jours d'anonymat béni. Mais Maxime et sa bande l'attendaient, et ils avaient amené des amis. « Hé, Boris !» lança Maxime, sa voix résonnant dans le couloir presque vide. « On parlait justement de toi. » Jean-Baptiste s'arrêta de marcher, mais ne se retourna pas. Il pouvait les entendre s'approcher, pouvait compter leurs pas, pouvait sentir le mélange d'eau de Cologne et de sueur qui semblait les suivre partout. « On se demandait, dit Théo, se déplaçant pour bloquer le chemin de Jean-Baptiste vers la sortie, si c'est vrai ce qu'on dit sur les Russes et le froid. »« Ouais, » renchérit Lucas, enhardi par la présence des garçons plus âgés. « J'ai entendu dire que vous étiez comme immunisé contre le froid ou quelque chose comme ça. C'est vrai, Boris ?» La mâchoire de Jean-Baptiste se serra, mais il ne dit rien. Il essaya de contourner Théo, mais le garçon plus grand se déplaça pour le bloquer à nouveau. « Allez, Boris !» dit Maxime, sa voix prenant un ton dangereux. « On est juste curieux. Tu ne parles jamais à personne. Tu ne nous parles jamais de toi. On essaie d'être amicaux ici. Je veux rentrer chez moi, dit Jean-Baptiste doucement. Chez toi ?» Maxime rit. « Tu veux dire retourner en Russie ? Ouais, on veut tous ça aussi.
Mais puisque tu es coincé ici avec nous, les Français, tu pourrais aussi répondre à nos questions. Le groupe s'était agrandi maintenant, d'autres élèves attirés par la promesse de divertissement. Quelqu'un avait son téléphone sorti, en train d'enregistrer. Jean-Baptiste pouvait se voir tel qu'il le voyait, petit, étranger, impuissant. La rage familière montait dans sa poitrine, mais il la réprima comme sa grand-mère lui avait appris. « La violence n'est pas la réponse, petit loup », disait-elle, en utilisant son surnom d'enfance. « La violence est ce qui nous a amenés ici. La violence est ce que nous avons laissé derrière nous. » Mais alors que Jean-Baptiste se tenait là, entouré d'adolescents qui ne le voyaient que comme une source d'amusement, il pouvait sentir le petit loup s'agiter en lui. La partie de lui qui avait appris à survivre dans des endroits où la miséricorde était un luxe et la faiblesse signifiait la mort. « J'ai entendu dire, » continua Maxime, sa voix portant clairement dans le couloir, « que ton père était une sorte de criminel. C'est pour ça que tu es ici, n'est-ce pas? Ta famille a été expulsée de Russie ?» Les mots frappèrent Jean-Baptiste comme des coups physiques. Son père avait été beaucoup de choses, mais un criminel n'en était pas une. Il avait été un homme bon qui avait essayé de s'opposer aux mauvaises personnes, essayé de dénoncer la corruption qui montait jusqu'au sommet. C'est ce qui l'avait fait tuer, et ce qui avait envoyé Jean-Baptiste et sa grand-mère fuir à travers l'océan vers cette petite ville bretonne. « Mon père était un homme bon », dit Jean-Baptiste, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Bien sûr qu'il l'était », ricana Maxime. « C'est pour ça que tu es ici au lieu de là-bas, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu t'habilles comme un sans-abri et que ta grand-mère travaille dans cette crêperie grasse. » Le cercle d'élèves grandissait, et Jean-Baptiste pouvait entendre leurs chuchotements, leurs ricanements. Il pouvait voir certains d'entre eux enregistrer avec leur téléphone, capturant son humiliation pour la postérité. Ses mains tremblaient maintenant, et il les serra en poing pour le cacher. « Tu sais quoi ?» dit Maxime, ses yeux s'illuminant d'une inspiration soudaine. « Je pense qu'il est temps qu'on teste cette théorie sur les Russes et le froid. Qu'est-ce que vous en pensez ?» L'accord fut immédiat et enthousiaste. Avant que Jean-Baptiste ne puisse réagir, des mains fortes attrapèrent ses bras et il se retrouva traîné vers l'arrière de l'école. Il ne se débattit pas encore. Il savait que se débattre ne ferait que les exciter davantage, les rendre plus violents. Ils le traînèrent vers la zone de service derrière la cantine, où le grand congélateur industriel se dressait comme un monolithe métallique. Il était utilisé pour stocker les livraisons de nourriture, assez grand pour y entrer, avec une porte lourde qui se fermait hermétiquement pour garder le froid à l'intérieur. « Parfait !» dit Maxime, sortant son téléphone pour enregistrer. « Voyons voir à quel point notre petit Russe est vraiment dur. » Jean-Baptiste sentit le vieux calme familier s'installer sur lui alors qu'il le forçait vers le congélateur. C'était le même calme qu'il avait ressenti dans les camps, quand les gardes venaient le chercher au milieu de la nuit. Le même calme qu'il avait ressenti quand il le jetait à l'isolement, dans des cellules si froides que la plupart des hommes craquaient en quelques heures. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir. Pour eux, il n'était qu'un gamin maigre de 17 ans qui avait trop peur de se défendre. Il n'avait aucune idée qu'il avait passé 3 ans dans des endroits qui faisaient ressembler leurs pires cauchemars à des histoires d'enfants. « S'il vous plaît, » dit-il, et sa voix portait juste la bonne note de peur. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » C'était ce qu'il voulait entendre. Le sourire de Maxime s'élargit et il fit signe à Théo et Lucas d'ouvrir la porte du congélateur. L'air froid se précipita à l'extérieur dans un nuage visible, et Jean-Baptiste pouvait voir le givre recouvrant les étagères métalliques à l'intérieur. « Ne t'inquiète pas, Boris, » dit Maxime, positionnant son téléphone pour obtenir le meilleur angle. « On te laissera sortir dans quelques minutes. Juste assez longtemps pour voir si tu es aussi dur que tu prétends l'être. » Ils le poussèrent à l'intérieur, et la porte lourde claqua avec un bruit comme un coup de feu. Jean-Baptiste entendit le clic de la serrure extérieure, entendit leur rire résonner à travers les murs métalliques, entendit Maxime dire à tout le monde de se taire pour qu'il puisse l'entendre supplier d'être libéré. Puis, il y eut le silence. Jean-Baptiste se tenait dans l'obscurité, respirant lentement et régulièrement.
La température dans le congélateur était peut-être de 10 degrés en dessous de zéro, assez froide pour tuer quelqu'un s'il y était piégé assez longtemps, assez froide pour provoquer des engelures et une hypothermie en quelques minutes. Mais Jean-Baptiste le sentait à peine. Il avait été dans des endroits plus froids, beaucoup plus froids. Il avait passé des semaines dans des cellules où la température chutait à 40 degrés en dessous de zéro, où les murs étaient recouverts de glace et où chaque respiration donnait l'impression d'avaler des couteaux. Il avait appris à ralentir son rythme cardiaque, à contrôler sa respiration, à générer de la chaleur grâce à des techniques de méditation que la plupart des gens n'avaient jamais entendues. Dehors, il pouvait entendre Maxime et ses amis attendre, s'attendant probablement à ce qu'il commence à frapper à la porte dans quelques minutes, suppliant et implorant d'être libéré. Il pouvait entendre d'autres élèves se rassembler, attirés par l'excitation de voir le bizarre gamin russe enfin obtenir ce qu'il méritait. Mais Jean-Baptiste ne frappa pas à la porte. Il ne supplia pas et n'implora pas. Au lieu de cela, il trouva une position confortable contre le mur du fond et s'installa pour attendre. 10 minutes passèrent, puis 20. Jean-Baptiste pouvait entendre des voix confuses à l'extérieur maintenant, des gens se demandant pourquoi il ne faisait aucun bruit. Maxime devenait impatient, sa voix portant clairement à travers les murs métalliques. « Pourquoi il ne dit rien ?» demanda Théo, et il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. « Peut-être qu'il s'est évanoui », suggéra Lucas, mais il n'avait pas l'air convaincu. « Personne ne s'évanouit aussi vite », dit Maxime, mais Jean-Baptiste pouvait entendre le doute s'insinuer dans sa voix. 30 minutes, 40. La foule à l'extérieur devenait agitée, et Jean-Baptiste pouvait entendre des voix de professeurs maintenant, des adultes qui avaient remarqué le rassemblement et posaient des questions. Quelqu'un se disputait pour savoir s'il devait ouvrir la porte, mais Maxime insistait pour qu'ils attendent encore un peu. À la 50e minute, Jean-Baptiste entendit le son qu'il attendait, le clic de la serrure extérieure s'ouvrant. La lumière inonda le congélateur alors que la porte s'ouvrait en grand, et une douzaine de visages se penchèrent à l'intérieur, s'attendant à trouver un adolescent tremblant et en hypothermie implorant la pitié. Au lieu de cela, ils trouvèrent Jean-Baptiste assis calmement contre le mur du fond, sa respiration régulière, son teint normal. Il n'y avait pas de givre sur ses vêtements, pas de claquement de dents, aucun signe de détresse. Il leva les yeux vers eux avec ses yeux bleu pâle et sourit. Ce n'était pas un joli sourire. « C'est tout ?» demanda-t-il, sa voix portant clairement dans le silence soudain. En Sibérie, on appelle ça le temps d'été. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Maxime recula, son visage pâlissant. Les autres élèves commencèrent à chuchoter entre eux, des téléphones apparaissant pour capturer ce moment impossible. Théo et Lucas avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Jean-Baptiste se leva lentement, époussetant la poussière imaginaire de ses vêtements. Alors qu'il marchait vers la porte, la foule s'écarta devant lui comme s'il portait une sorte de maladie. Mais il n'en avait pas encore fini. Loin de là. « Maxime !» dit-il, sa voix calme, mais portant une autorité qui fit se figer tout le monde. « Tu voulais en savoir plus sur mon père, sur la raison pour laquelle nous sommes venus en France ?» Maxime ne semblait pas trouver sa voix. Il se tenait juste là, regardant Jean-Baptiste comme s'il regardait quelque chose qui ne devrait pas exister. « Mon père, » continua Jean-Baptiste, se rapprochant, « était journaliste. Il écrivait des histoires sur des hommes qui pensaient être puissants, des hommes qui pensaient pouvoir blesser les gens sans conséquence. Les hommes sur lesquels il écrivait n'aimaient pas beaucoup ça. » Un autre pas en avant. Maxime essaya de reculer, mais il y avait trop de gens derrière lui. « Ils l'ont tué, » dit Jean-Baptiste, sa voix toujours conversationnelle. « Mais d'abord, ils voulaient envoyer un message. Alors, ils ont pris son fils de 13 ans, ce serait moi, et ils l'ont mis dans un endroit où les petits garçons vont mourir. Ils voulaient me briser, faire de moi un exemple de ce qui arrive quand on s'oppose aux mauvaises personnes. » Le silence était absolu maintenant. Même les professeurs qui étaient arrivés pour disperser le rassemblement avaient cessé de parler, attirés par l'intensité tranquille de la voix de Jean-Baptiste. « Pendant 3 ans, continua Jean-Baptiste,
J'ai vécu dans des endroits qui vous donneraient des cauchemars. J'ai appris des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à apprendre. J'ai survécu à des choses qui briseraient la plupart des hommes adultes. Et savez-vous ce qui m'a maintenu en vie, Maxime? Maxime secoua la tête, incapable de parler. La connaissance qu'un jour, quelque part, il y aurait des gens comme toi. Des gens qui pensent que la force vient de blesser ceux qui ne peuvent pas se défendre. Des gens qui pensent que le pouvoir signifie faire souffrir les autres. Jean-Baptiste était assez près pour toucher Maxime maintenant, assez près pour que tout le monde puisse voir la différence entre eux. Maxime était plus grand, plus fort, soi-disant plus dur. Mais à ce moment-là, il ressemblait à un enfant comparé au garçon pâle et mince qui se tenait devant lui. « Tu veux voir ce que j'ai appris dans ces camps, Maxime ?» demanda Jean-Baptiste, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « Tu veux savoir ce qui arrive quand tu pousses quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ?» Pendant un instant, il sembla que Maxime allait dire oui. Sa fierté était en guerre avec sa peur croissante et Jean-Baptiste pouvait voir le moment exact où la peur gagna. « Je suis désolé », balbutia Maxime, sa voix se brisant. C'était juste une blague, mec. On ne voulait rien dire par là. » Jean-Baptiste l'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « Je sais que tu ne voulais rien dire par là. C'est le problème. Tu blesses les gens parce que tu t'ennuies, parce que ça te fait te sentir important, parce que tu peux. C'est ce qui te rend dangereux, Maxime. Pas ta taille, pas tes amis, pas l'argent de ton père, ton indifférence à la douleur des autres. » Il se tourna pour s'adresser à toute la foule maintenant, sa voix portant clairement dans l'air de l'après-midi. « Je suis venu ici pour recommencer, pour laisser la violence derrière moi. Ma grand-mère m'a fait promettre d'être meilleur que les gens qui ont blessé ma famille. Pendant 3 semaines, j'ai tenu cette promesse. Je vous ai laissé vous moquer de moi, m'humilier, me blesser, parce que je pensais que c'était ce que signifiait être meilleur. » Ses yeux pâles balayèrent les visages de ses camarades de classe et plusieurs d'entre eux détournèrent le regard. Mais j'avais tort. Être meilleur ne signifie pas être faible. Cela ne signifie pas laisser les brutes faire ce qu'elles veulent, parce que se défendre pourrait vous rendre comme elles. Parfois, être meilleur signifie se lever même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Jean-Baptiste fit un pas en arrière, donnant à Maxime un peu d'espace, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage du garçon plus grand. « Vous avez un choix à faire, Maxime, vous tous. Vous pouvez continuer à être le genre de personne qui blesse les autres pour se divertir, ou vous pouvez choisir d'être meilleur. Mais comprenez ceci, j'en ai fini d'être votre victime, j'en ai fini d'être la victime de qui que ce soit. » La foule commençait à se disperser maintenant, les professeurs intervenant pour rétablir l'ordre, les élèves s'éloignant en petits groupes, chuchotant entre eux. Mais Maxime resta figé sur place, regardant Jean-Baptiste comme s'il le voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu es ?» murmura Maxime. Jean-Baptiste considéra la question sérieusement. « Je suis quelqu'un qui a survécu à l'enfer pour avoir une chance à une vie normale. Je suis quelqu'un qui a tout perdu et qui est venu ici en espérant trouver quelque chose de mieux. Je suis quelqu'un qui a été poussé aussi loin qu'il pouvait l'être. » Il fit une pause, puis ajouta « Mais surtout, je ne suis qu'un gamin de 17 ans qui veut qu'on le laisse tranquille. » Alors que Jean-Baptiste s'éloignait, se dirigeant vers l'avant de l'école où sa grand-mère l'attendait pour venir le chercher, il pouvait sentir le poids de douzaines de pères d'yeux sur son dos. Mais c'était différent maintenant. Là où avant il y avait eu du rejet et du mépris, maintenant il y avait autre chose, du respect peut-être, ou de la peur. Il n'était pas sûr de ce qu'il préférait. Le lundi suivant, le lycée Voltaire était un endroit différent pour Jean-Baptiste Lemoine. Les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant hochèrent la tête quand ils le croisèrent dans les couloirs. Les professeurs le regardèrent avec un nouvel intérêt, comme s'ils le voyaient clairement pour la première fois, et Maxime Dubois, la terreur de la classe de première, fit tout son possible pour éviter le contact visuel. L'histoire de ce qui s'était passé dans le congélateur s'était répandue pendant le week-end, grandissant au fur et à mesure qu'elle était racontée. Certaines versions montraient Jean-Baptiste méditant comme un moine, d'autres le montraient faisant des pompes dans les températures négatives.
Quelques-uns affirmaient qu'il avait fredonné des chansons folkloriques russes tout le temps. Jean-Baptiste ne prit pas la peine de corriger aucune des histoires. Qu'il pense ce qu'il voulait penser. L'important était que personne ne l'appelait plus Boris. Au déjeuner, il s'assit dans son coin habituel, lisant son livre et mangeant son repas gratuit. Mais cette fois, quand quelqu'un s'approcha de sa table, ce n'était pas Maxime ou sa bande. C'était Léa Bernard, une fille tranquille de son cours de chimie qui avait toujours semblé aussi invisible que lui. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» demanda-t-elle en désignant la chaise vide en face de lui. Jean-Baptiste leva les yeux, surpris. « Bien sûr, s'il te plaît. » Alors qu'elle s'installait sur son siège, elle jeta un coup d'œil autour de la cantine, remarquant la façon dont les conversations s'éteignaient chaque fois que les gens regardaient dans leur direction. « Alors ?» dit-elle avec désinvolture, ouvrant son propre sac à déjeuner. « La Sibérie, hein ?» Les lèvres de Jean-Baptiste se contractèrent dans ce qui aurait pu être un sourire. En fait, c'était plus comme l'Ukraine, mais c'est assez proche. « L'Ukraine » répéta-t-elle pensivement. « J'ai entendu dire que c'était magnifique là-bas. » « Certaines parties le sont, » convint Jean-Baptiste. « Les parties qui ne sont pas recouvertes de béton et de barbelés. » Ils mangèrent en silence pendant un moment, deux enfants invisibles qui étaient soudainement devenus très visibles. Finalement, Léa reprit la parole. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu avais l'air triste, » dit-elle. « Pas effrayé, pas en colère, juste triste. » Jean-Baptiste considéra cela. « Je suppose que je l'étais. Le suis. C'est difficile de tout laisser derrière soi et de recommencer, surtout quand les choses que tu as laissées derrière toi n'étaient pas ton choix. »« Mais tu n'es pas seulement triste, n'est-ce pas ?» continua Léa. « Il y a autre chose, quelque chose que Maxime et ses amis n'ont jamais vu. »« Qu'est-ce que tu penses que c'est ?» demanda Jean-Baptiste, vraiment curieux de son point de vue. Léa prit une bouchée de son sandwich, mâchant pensivement. « De la force, je suppose. Pas le genre qui vient des muscles ou de l'attitude, mais le genre qui vient de survivre à des choses qui briseraient d'autres personnes. Le genre qui te permet de rester assis dans un congélateur pendant près d'1 heure sans broncher. Tu penses que ça me rend fort ?» demanda Jean-Baptiste. « Je pense, » dit Léa prudemment, « que tu es la personne la plus forte de cette école. Peut-être la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et je pense que tu es aussi la plus solitaire. » L'observation frappa Jean-Baptiste plus fort qu'il ne s'y attendait. Il avait été tellement concentré sur le fait de baisser la tête, d'éviter les ennuis, qu'il n'avait pas réalisé à quel point il était devenu isolé. Même avant l'incident avec Maxime, il avait dérivé à travers ses journées comme un fantôme, se connectant à peine avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. « Peut-être, » admit-il, « mais je ne suis pas sûr de savoir comment être autre chose. » « Peut-être que tu n'as pas à tout comprendre d'un coup, » suggéra Léa. « Peut-être que tu peux commencer par être toi-même, le vrai toi, pas la version que tu penses que les gens veulent voir. » Comme invoqué par leur conversation, Maxime apparut au bord de leur table. Mais ce n'était pas la brute fanfaronne et confiante qui avait tourmenté Jean-Baptiste pendant des semaines. C'était un Maxime différent, un qui avait l'air plus petit, en quelque sorte moins sûr de lui. « Jean-Baptiste, » dit-il, sa voix assez basse pour que seul il puisse l'entendre. « Je peux te parler. » Jean-Baptiste leva les yeux vers lui, remarquant la façon dont les mains de Maxime tremblaient légèrement, la façon dont il jetait des coups d'œil autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un puisse regarder. « Bien sûr, » dit Jean-Baptiste, en désignant une chaise vide. Maxime s'assit prudemment, comme s'il s'attendait à ce que la chaise s'effondre sous lui. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Maxime s'éclaircit la gorge. « Je veux m'excuser, » dit-il, les mots sortant précipitamment. « Pas seulement pour vendredi, mais pour tout. Les noms, les poussées, tout ça. J'avais tort, et je suis désolé. » Jean-Baptiste étudia le visage de Maxime, à la recherche de signes de tromperie ou de manque de sincérité. Mais tout ce qu'il vit, c'était un garçon de 17 ans qui avait l'air aussi perdu et confus que Jean-Baptiste se sentait la plupart des jours. « Pourquoi ?»
demanda Jean-Baptiste simplement. Pourquoi quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu décidé que je valais la peine d'être tourmenté? Maxime baissa les yeux sur ses mains, luttant pour trouver les mots. Je ne sais pas. Parce que je pouvais, je suppose. Parce que tu étais différent, et différent était facile à attaquer. Parce que ça me faisait me sentir puissant. Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas arrêter de penser à ce que tu as dit. À ton père, au camp. À quel genre de personne je suis? Maxime leva les yeux, rencontrant ceux de Jean-Baptiste. Je ne veux plus être cette personne. Jean-Baptiste hocha lentement la tête. C'est un début. Je sais qu'une excuse ne répare rien, continua Maxime. Je sais que je ne peux pas revenir sur ce que j'ai fait, mais je veux essayer de réparer ça d'une manière ou d'une autre. Comment? Maxime resta silencieux pendant un moment, puis se redressa avec un effort visible. Je veux dire à tout le monde la vérité, sur ce qui s'est vraiment passé vendredi, sur ce que je t'ai fait, sur quel genre de personne tu es vraiment. Et quel genre de personne suis-je? Demanda Jean-Baptiste, vraiment curieux. Quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui en est ressorti sans perdre son âme, dit Maxime. Quelqu'un qui aurait pu me détruire vendredi, mais qui a choisi de ne pas le faire. Quelqu'un qui est plus fort que nous tous réunis, mais qui n'utilise pas cette force pour blesser les gens. La sincérité dans la voix de Maxime était indéniable, et Jean-Baptiste sentit quelque chose changer en lui. Pas le pardon exactement, cela prendrait du temps, mais le début de la compréhension. « J'accepte tes excuses », dit finalement Jean-Baptiste, « mais comprends qu'il faudra du temps pour que la confiance grandisse entre nous. »« Je comprends », dit Maxime, le soulagement évident dans sa voix. « Merci de ne pas m'avoir fait ce que je méritais. » Alors que Maxime se levait pour partir, il s'arrêta et regarda Jean-Baptiste. « Pour ce que ça vaut, dit-il, je suis content que tu sois ici. Je pense que cet endroit a besoin de quelqu'un comme toi. » Après son départ, Léa regarda Jean-Baptiste avec un respect nouveau. « C'était impressionnant, dit-elle. La plupart des gens à ta place auraient voulu se venger. »« La vengeance est facile, répondit Jean-Baptiste, pensant aux mots de sa grand-mère. Le pardon est difficile, mais construire quelque chose de mieux est encore plus difficile. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements auxquels Jean-Baptiste ne s'attendait pas. Maxime, fidèle à sa parole, commença activement à réparer les dégâts qu'il avait causés. Il empêcha ses amis de harceler d'autres élèves, s'opposa aux brutes dans les couloirs et commença même à faire du bénévolat auprès du programme de conseil par les pairs. Théo et Lucas, privés des encouragements de leur chef, trouvèrent que leur goût pour l'intimidation avait considérablement diminué. Ils gardèrent leur distance avec Jean-Baptiste, mais ils cessèrent également de cibler d'autres élèves vulnérables. Quant à Jean-Baptiste lui-même, il découvrit que se défendre avait ouvert des portes dont il ignorait l'existence. Les élèves qu'il avait ignorés auparavant commencèrent à l'inclure dans les conversations, à l'inviter à des groupes d'études, à lui demander de l'aide pour les matières dans lesquelles il excellait. Il découvrit que Léa n'était pas la seule à l'avoir observé depuis la touche. Il y